Bienvenue chers internautes à ce journal rétrospectif sur Léon Joléo. Vous êtes ici en train de suivre l'actualité de la semaine, raison pour laquelle je vous invite déjà à vous abonner massivement, question de ne rien rater de ce qui est l'actualité de la République démocratique du Congo. Nous commençons ce journal avec ce qui se passait à l'Assemblée nationale. Il y a eu tension le mercredi dans les alentours du Palais du Peuple, le siège du Parlement. Les manifestants qui étaient présents ont manifesté pour protester contre les 3 propositions de loi déposées au bureau de l'Assemblée nationale par 2 députés FCC, Aubin Minakunjala Njoko et Gary Sakata, composés pour la plupart des motocyclistes. Ces manifestants ne jurent qu'au retrait pur et simple de ces 3 propositions de loi. Cette question a été également abordée le vendredi lors de la 37e Conseil des ministres. Il a été révélé que le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Célestin Tundaya Kassende, a transmis l'avis favorable du gouvernement à la présidente de l'Assemblée nationale, ceci à l'insu du Conseil des ministres. Je vous propose de suivre David Jolino Makelele. Il est ministre d'État, ministre des Communications et Médias et porte-parole du gouvernement. Examen et adoption des projets de texte. 1. Vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il s'agit des observations du gouvernement sur les 3 propositions de loi initiées par les honorables députés Aubin Minakou et Sakata, à savoir 1. Proposition de loi organique modifiant et complétant la loi numéro 13/011 du 13 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. 2. Proposition de loi organique modifiant et complétant la loi numéro 06/20 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015. 3. Proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 08/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil des ministres a commencé par examiner les observations formulées au niveau de la Commission interministérielle permanente des lois et textes réglementaires sur les 3 propositions de loi initiées par les honorables Aubin Minakou et Gary Sakata et transmis au gouvernement pour observations éventuelles conformément à l'article 130 alinéa 3 de la Constitution. Après avoir été informé au cours du débat que l'Assemblée nationale était déjà en possession des observations du gouvernement sur ces propositions de loi depuis le 18 juin 2020, à l'initiative personnelle du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le Conseil des ministres a jugé inopportune de poursuivre l'examen de cette question, laissant la procédure parlementaire en cours se poursuivre à l'Assemblée nationale. Cet acte du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux a été considéré comme une infraction d'usage des faux. C'est ainsi qu'il a été interpellé par le procureur général près la Cour de cassation. Et cette interpellation est considérée comme un manquement grave par le Premier ministre. Sylvestre Ilunga Ilunkamba demande au président de la République de saisir le Conseil supérieur de la magistrature, question de sanctionner l'auteur de cette interpellation. On écoute ici le porte-parole du Premier ministre, Albert Lieki Miaï. Déclaration de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à la suite de l'arrestation arbitraire du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il s'est tenu autour du Premier ministre, chef du gouvernement, le samedi 27 juin 2020, une réunion à laquelle ont pris part les vice-premiers ministres et les ministres d'État au sujet de l'arrestation brutale et arbitraire du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Les membres du gouvernement ont exprimé leur indignation pour l'humiliation subie par leurs collègues en violation des règles élémentaires d'un État de droit, tout en lui exprimant leur solidarité
Il désapprouve et condamne cette arrestation arbitraire. Les membres du gouvernement ont relevé que l'arrestation du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux ne repose pas sur des faits infractionnels, ne rencontre pas les conditions de la flagrance et viole le secret de délibération du Conseil des ministres. Cet incident grave et sans précédent est de nature à fragiliser la stabilité et le fonctionnement harmonieux des institutions et à provoquer la démission du gouvernement. Le Premier ministre demande solennellement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de garantir le bon fonctionnement des institutions et d'assurer le respect de l'état de droit, de veiller au respect de toutes les procédures constitutionnelles, légales et réglementaires, notamment les immunités dont sont couverts les membres du gouvernement, ainsi qu'à leur sécurité physique et juridique. En ce qui concerne les délibérations du Conseil des ministres, le Premier ministre demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de garantir le respect du secret des délibérations du Conseil des ministres consacré à l'article 27 de l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Aucun membre du gouvernement ne peut être poursuivi pour des opinions émises lors des délibérations du Conseil des ministres. Le Premier ministre demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, de saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour l'ouverture d'une action disciplinaire à charge des magistrats qui ont procédé à l'arrestation arbitraire du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et ce, en vertu des articles 47 et 49 de la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. Le Premier ministre interpelle les services de police et de sécurité en ce que leurs agissements doivent se baser sur le strict respect de la Constitution et des lois de la République. Dès que les responsabilités seront établies, les auteurs seront punis. Je vous remercie. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, parti auquel appartient le ministre Tundaya Kasende, dénonce par cette interpellation la dictature que veut instaurer l'Union pour la démocratie et le progrès social au pays. Pour Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD, si son allié persiste dans cette attitude, ils vont opter pour la cohabitation. Suivez. Nous avons l'impression comme si on cherche à étouffer la démocratie. Nous avons l'impression comme si on veut ici instaurer petit à petit une dictature plus forte que celle que Mobutu a mis ici en République démocratique du Congo à l'époque Zaïre. Nous disons, nous, PPRD, parti avant-gardiste, le parti le mieux implanté dans les territoires nationaux, le parti qui a plus d'élus au niveau national et au niveau provincial, nous disons non et nous allons résister contre cette dictature qui est en train de naître dans ce pays. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. Quelle réaction va vers la cohabitation? Nous avons déjà dit notre préoccupation. Nous avons nos amis qui sont alliés avec nous. Nous les répétons aujourd'hui avec force. Ils racontent que non, c'est pas bien d'aller en coalition avec nous. Nous sommes sûrs qu'ils racontent n'importe quoi devant leurs militants. Même des contre-vérités. Parce que tout le monde connaît la vérité de ce qui s'est passé. Ils racontent des contre-vérités. S'ils ne veulent plus la coalition, nous avons dit haut et fort que nous voulons qu'on aille directement
vers les conséquences constitutionnelles. Ça signifie mettre en place la coalition où le FCC, qui a la majorité dans les chambres, doit, dans la cohabitation. J'ai dit quoi là? Il faut aller tout droit vers la cohabitation et que le FCC gère la République, que c'est le FCC qui sera responsable de ses actes devant le peuple. Les syndicats autonomes des magistrats du Congo voient en ces lois une volonté du FCC d'étouffer l'indépendance de la justice. Pour le SINAMAG, ces propositions de loi soumettent le ministère public sous le joug politique du ministre de la Justice. Je vous propose de suivre Edmond Issofa, président du SINAMAG. Le comité directeur exécutif national du syndicat autonome des magistrats, réuni ce jour dans une réunion élargie aux délégués syndicaux, tient à faire la mise au point suivante relativement aux propositions de loi sur le pouvoir judiciaire déposées au Parlement par les honorables députés Aubin Minakou ainsi qu'Egari Sakata. Après lecture minutieuse des 3 propositions de loi visant notamment modification de la loi organique numéro 13/011 du 13 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, de la loi numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats tel que modifié par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015 et de la loi organique numéro 08/013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, les comités exécutifs d'Islamag s'obligent de faire les observations impératives suivantes. Dans l'ensemble, il y a lieu de constater que ces 3 propositions de loi violent l'esprit et la lettre de la Constitution du 18 février 2006. On sait qu'elle dénature son exposé des motifs qui consacre une séparation nette des 3 pouvoirs, à savoir le législatif, l'exécutif et le judiciaire, autonomes les uns vis-à-vis des autres, et qu'elles travestissent la portée de certaines de ces dispositions contenues dans les articles 81, 149, 152 et 151 et 152 qui consacrent l'indépendance de la justice. Au pire, elles remettent en cause l'intangibilité des dispositions inhérentes à l'indépendance du pouvoir judiciaire en foulant aux pieds les prescrits de l'article 220 de notre Constitution qui en interdit toute révision. L'actualité, c'était aussi l'autopsie réalisée sur le corps du juge Raphaël Yani Ovungu, juge instructeur du procès Caméré et consorts. Les résultats présentés par le vice-premier ministre, ministre de la Justice, faisant état d'une mort de suite d'un traumatisme crânien sont rejetés par la famille de l'illustre disparu. Pour l'instant, un climat de méfiance règne entre la famille et le ministère de la Justice. La famille tient à saisir la communauté internationale pour une contre-expertise dans le but de connaître les vraies causes de la mort du juge Raphaël Yani. C'est ce qui nous a révélé en tout cas maître Stanislas Dikomo. Il est avocat de la famille du juge Raphaël Yani. La famille a réagi à travers le média comme donc, le même mécanisme qu'elle a reçu ou elle était informée du communiqué officiel du vice-premier ministre et ministre de la Justice et garde de Sceaux. Nous avions, nous, également réagi par une déclaration de contestation de ces rapports de l'autopsie réalisés sur le corps du défunt juge président Raphaël Yani Ovungu au nom de la famille, disant que nous étions avec le premier vice-ministre, le premier vice-premier ministre,
en son cabinet le 16 où il rend public ses rapports de l'autopsie. Il nous a rassuré que revenez demain à 14 h à son cabinet pour être informé officiellement avant qu'il rende public le rapport de l'autopsie. Curieusement ou malheureusement, nous sortons de son cabinet, même 1 heure du temps après, nous avions lu comme vous, d'abord sur les réseaux sociaux, avant d'être saisis officiellement par voie de médias publics. Alors la famille, pour son contenu, avait désapprouvé totalement ces rapports au regard des éléments en notre possession. Les éléments du premier rapport préliminaire qui faisait état, que fait juger Yagni, cela nous a été révélé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe, qui nous a révélé que le premier juge, le juge Yagni, est mort pas d'une mort naturelle. Nous avions trouvé, au regard du premier rapport, nous avions trouvé des substances toxiques dans son corps, dans son organisme, qu'il faille approfondir cette expertise médicale par un examen spécifique de toxicologie. Voilà ce qu'on attendait. Et dès qu'ils auront les rapports de l'expertise médicale sur la toxicologie, c'est-à-dire déterminer la substance toxique et la nature de la substance toxique, c'est celle que nous attendons. Curieusement, on change de fusil d'épaule, on change de contexte, nous ne sommes plus dans la toxicologie, nous ne sommes pas plus dans la substance toxique, on nous appelle, on nous informe de coups que le juge aurait reçus dans sa tête et qui a effectivement provoqué l'arrêt cardiovasculaire irrésistible, donc qui a entraîné sa mort. C'est la cause principale retenue par le gouvernement congolais. Je ne parle même pas de la justice, je parle du gouvernement parce que c'est le contour politique. Au lieu que ce soit le parquet qui avait la plénitude de poursuite et l'autonomie de communiquer, de coopérer avec la famille, c'est plutôt le politique qui a pris les devants pour effectivement rendre public, comme si l'opinion publique était beaucoup plus intéressée que la famille biologique. Et pour terminer, en sport, le football congolais est en deuil. L'ancien international Emeka Esanga, appelé affectueusement Mamale, a tiré sa révérence cette semaine. L'ancien ailier du Daring Club Motema Pembe a joué avec la sélection nationale vers la fin des années 90. Il a pris part à l'épopée de 1998 où les Léopards de la République démocratique du Congo ont décroché la médaille de bronze à la Coupe d'Afrique des Nations organisée par le Burkina Faso. C'est la fin de cette édition hebdomadaire de notre journal sur Léon Ndjoléo. Je dis un grand merci à la grande équipe technique qui m'a permis d'arriver devant vos petits écrans. Le rendez-vous est pris pour la prochaine édition. Au revoir.